Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition. Ce soir, la rédaction accueille le sénateur Thani Mohamed Soilihi. Bonsoir. Bonsoir. Alors, il y a 4 ans, en septembre 2011, vous étiez élu sénateur de Mayotte. 4 ans après, on verra ce que cela a donné, quel en est le bilan aujourd'hui, à l'heure actuelle. Avec nous également Chakila Youssouf. Bonsoir Chakila. Bonsoir. Alors ce soir, on parlera de ce décès, ce jeune homme, Kassim, jeune homme de Cavani, qui est décédé. Un décès qui a donné lieu à des émeutes, mais pas seulement, puisque les proches se sont retrouvés face à un autre problème. On verra lequel et pourquoi dans ce journal. Mais d'abord, voici les titres de ce mercredi 2 septembre. Après 2 jours et demi d'attente, les proches de Kassim ont finalement récupéré son corps hier soir. Les obsèques ont eu lieu cette nuit à minuit 30, mais la prière mortuaire n'a pu être effectuée. Les explications dans votre journal. Les égouts débordent dans les rues du chef-lieu. La vue et l'odeur dans de nombreux quartiers donnent la nausée aux administrés contraints d'emprunter les rues de Mamoudzou. Des désagréments devenus cycliques à Mayotte. Que faire de ces week-ends et de son temps libre? Si certains se plaignent du manque d'activités proposées à Mayotte, d'autres n'ont aucun problème pour s'occuper. Nous sommes partis à la rencontre d'un groupe à qui il en faut peu pour être heureux. Nous l'avons longuement évoqué hier, la mort du jeune Kassim qui a donné lieu à plusieurs émeutes en raison des difficultés rencontrées par ses proches pour récupérer la dépouille. Le jeune homme de 18 ans a finalement été enterré la nuit dernière vers minuit 30. Mais là encore, les choses ne se sont pas passées comme prévu. En effet, au moment où le corps a été présenté à la mosquée pour la prière mortuaire, les représentants du lieu cultuel lui ont fermé les portes. Les explications de Chakila Youssouf et Leslie Vimné. Plus de 2 jours que la famille et les amis de Kassim font des pieds et des mains pour récupérer le corps du défunt et l'enterrer. Après de longues et difficiles démarches administratives qui ont mené à des actes violents envers le personnel hospitalier, les pompes funèbres ont été autorisées tard dans la nuit à remettre le corps à la famille. Problème, une fois arrivés devant la porte de la mosquée, les responsables ont refusé que la dépouille y soit introduite pour procéder à l'ultime prière avant l'enterrement. Après plusieurs refus, le corps a finalement été transporté directement au cimetière de Manzarswa. Difficulté za nyingi wenye mikiri kawatsara swalia mufomo mkiri kawasa hata umwenge ambari unishema haburini hule rimdzihe kawasikiri donc risijiparamba tongoni morabani sirtabisha ba mtu aifiliwa na mufu kasidziwa bepaka mtu atoe 1 milliard wozi mufu hadziwe mayura hakarsika karshara ilo mati nikawasara swalia mufunu babo mati nikawasara swalia mufura hakasikiri warambia kweli be wahara wabaye milango yao waskarshindra rawana na unyumkiru wao msumkiru watu unumkiru wa Manzarswa katujara jara waramana na wao ratinini wasirta tu were mufunu were mufunu unu mufunu simtalo na roho nmazi afu rimdzihe. Les proches de Kassim ont vite compris qu'ils n'étaient pas les bienvenus. La mosquée est restée fermée, les lumières éteintes, les pompes funèbres accompagnées par la police et la BAC ont été contraints d'encadrer le cortège. Le cercueil est resté sur ses escaliers 2 heures de temps avant d'être enterré. Ce matin, l'imam de la mosquée de Manzarswa a accepté d'expliquer les raisons d'un tel refus. Sharia hilo ngwa be baadhi za watu wasoro kwamba hiyo lazima ni nasi mwizi wa rongwamba itoa baina ya mtu kafiri na muslimu de tariki swala zo mwizi ngwa zirongwa bavo wasi uonamba yo mwizi ngwa rongwa katujura alifu rongozwa jana umufu avyo wao kwaja bandaja atuharna kisi na tumabemba wasikisilo katujura ngeke unumkiro wa Maislamu kisilo enda mkiro wa chizungu tukadi harna mkiro wa Maislamu wabiri tuki handara ibasi de iyo wabanda ya harola iyo bobo vaje vadzuna zakinamba vaje wantu mana sho harvan vaka wantu wengi kula rurongo zao vaje amba ula fanja bobo basirona ba basi babonye wanda bardara rongo ele kayakiri bobo na wanyawangina wala unyuma walo madler so lumchirin babo odo jabai milango basi tamuto katujoga babo. À Manzarswa, les représentants religieux tentent de faire venir le maximum de jeunes à la mosquée pour leur transmettre les valeurs de l'islam dès le plus jeune âge. Avec ces règles, l'imam explique que de plus en plus de jeunes se rendent à la mosquée. Il espère que ce refus d'effectuer la prière mortuaire pour Kassim fera réfléchir d'autres jeunes de ne plus consommer de produits illicites.
Alors Chakila, on l'a vu, un problème qu'elle a été confrontée, la famille de Kassim. Est-ce que c'est la première fois que ça se produit à Mayotte ou alors c'est des choses qui sont récurrentes? C'est sûrement pas la première fois que ça se produit, mais pour cette fois-ci, on en a parlé parce que voilà, les jeunes ont fait quand même du bruit. Du coup, c'est devenu un sujet d'actualité, mais c'est sûrement pas la première fois que ça se passe. Et donc, cette fois-ci, on se pose quand même vraiment les vraies questions pour savoir est-ce que on doit ou pas permettre. Enfin, c'est ce que les imams disent. Ils expliquent que ils ne peuvent pas accepter qu'un jeune qui consomme des produits illicites, qui est interdit dans la religion, puisse pénétrer dans la mosquée, que ce soit un jeune ou pas. Et plusieurs fois, pour cette mosquée, normalement cette mosquée, elle est faite justement pour les personnes qui meurent dans les Kwassa. Et il y a un dispositif qui est mis en place rapidement pour pouvoir enterrer les défunts. Mais là, cette fois-ci, pour ce jeune qui, ayant consommé des produits illicites qui sont interdits, qui fait qu'il devient impur. Du coup, la question s'est posée ce soir-là, mais en refusant de faire entrer le corps dans la mosquée, c'est une manière aussi de dire que voilà, on y réfléchit et on ne va pas accepter. Et puis, comme ces personnes connaissaient le jeune, et voilà. Alors ça soulève quand même un problème de société. Ici à Mayotte, on est entre départementalisation, coutume, religion. Est-ce que ça ne va pas justement créer un fossé plus grand ? Sûrement, ça va créer un fossé parce que normalement, la religion, elle est privée. On ne doit pas l'afficher, mais dès le départ, avant que Mayotte devienne département, la France savait et savent que Mayotte est à 99, plus de 90% musulmane. Et donc, la question se pose. Je crois qu'il est intéressant de pouvoir revenir encore sur cette question avec les intéressés, les personnes qui pourront nous répondre tout simplement à ces questions et puis réfléchir à ces questions parce que c'est jamais facile de perdre un être cher. Et il est clair que ce soit pour la famille de Kassim et pour les responsables de la mosquée, ça n'a pas été facile pour eux de prendre cette décision. Merci beaucoup Chakila pour ces précisions. Et hier, justement, lors des émeutes provoquées lors de la réclamation du corps de Kassim par ses proches, de violents débordements se sont produits. Un ambulancier et un infirmier ont été agressés alors qu'ils tentaient de couvrir son collègue. L'ambulancier a été pris à partie par des jeunes qui voulaient en découdre et projeté avec violence sur les escaliers du self. La victime a été grièvement blessée à l'épaule. Et face à cette violence, ce matin, le personnel hospitalier a décidé d'user de son droit de retrait. Plus d'explications dans ce sujet signé Pierre Belouchi, Abbas Alidi et Leslie Vimné. Le ras-le-bol était palpable ce matin aux abords du CHM de Mamoudzou. Suite aux agressions d'hier, le personnel hospitalier a souhaité se rassembler derrière un slogan bien connu, plus jamais ça. Il y a des personnels de l'hôpital en quittant le boulot vers 19h-20h se font agresser en dehors de l'hôpital. Et hier, au pire, au sein même de l'hôpital, parce que les gens croyaient que c'est des médecins. Donc si hier on attaquait les médecins, demain on attaquerait les gens de personnel. Donc là-dessus, il faut que les gens comprennent que tout ne peut pas se régler par la violence. Voilà, ici il y a des lois, il y a des règles, il y a la justice, il faut accepter les choses et les règles et tout là-dessus. Le directeur du CHM, Étienne Morel, a tenu à être présent pour apporter son soutien au personnel en colère. Je suis venu leur exprimer donc ma plus grande solidarité par rapport à ce qui s'est passé hier, puisque 2 agents de l'établissement ont été gravement agressés. Donc j'ose espérer effectivement que ça ne se reproduira pas et dans cette optique nous allons organiser un CHSCT extraordinaire pour essayer de trouver des parades parce que ce qui s'est passé hier est inadmissible. On a un personnel hospitalier qui est quand même très consciencieux, très accueillant et je dirais très efficace et il a été bien mal récompensé hier. Plus tard dans la matinée, une réunion s'est tenue pour décider des suites à donner à cette affaire. Le personnel et les syndicats souhaitent pouvoir travailler en toute sécurité et demandent donc aux autorités d'agir rapidement en ce sens. Avec les échanges qu'on a eus avec la direction, donc nous, tous les intersyndicats, on s'est mis d'accord de faire un mouvement de grève mardi d'une journée et ça sera tout le personnel, que ce soit médical,
ou non médicales. Donc il y a même les cadres, tout ça vont être associés à ce mouvement-là, qui est juste le point de revendiquer la sécurité à l'hôpital, mais surtout également à Mayotte. Nous sommes aux alentours de 17h et comme vous pouvez le voir, c'est le calme plat au CHM. Mais mardi, le personnel descendra dans la rue pour réclamer plus de sécurité. Un mouvement qui exprime le ras-le-bol face aux violences quotidiennes que subissent les agents. Cette fois, c'en est trop. À partir de dimanche et jusqu'à mardi, jour de grève, une délégation de l'Ordre des médecins sera présente sur le territoire. Et tout laisse à penser que la question de la sécurité sera longuement abordée. Les odeurs nauséabondes ont repris leur droit ces derniers jours dans le chef-lieu, de la barge Mahabou en passant par le CHM. Les égouts débordent et offrent un spectacle peu ragoûtant. Les odeurs sont insupportables et la question des risques pour la santé revient sur le devant de la scène. Un problème récurrent à Mayotte qui peine encore et toujours à être résolu. Un sujet signé Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Leslie Vimné. La vue et l'odeur donnent la nausée. Mamoudzou est actuellement assailli par les écoulements d'égouts, une situation qui n'est pas nouvelle et qui exaspère le maître du port. Malheureusement, c'est du cyclique, ça s'arrête, ça revient. Là, a priori, donc ça se déverse pas directement dans le lagon, puisque à chaque fois, nous, on surveille et on intervient. Mais effectivement, là, ça ressort du domaine de la santé publique. C'est une infection sur tout le front de mer jusqu'à la pointe Mahabou, jusqu'au Baobab. Et ça dure depuis plusieurs jours. J'ai même entendu que c'était bouché au niveau de l'hôpital et jusqu'à la descente du Caribou, en face de la MJC de Mgombani. Et il n'y a rien, personne ne fait rien. Et on se demande exactement qui sont les responsables avant qu'on ait encore une fois de plus des maladies ou des nouveaux problèmes. Malfaçon, canalisation qui cède, fosse septique qui déborde. Plusieurs quartiers de Mamoudzou baignent dans des eaux usées. Un désagrément que tous les administrés doivent subir quotidiennement. Il faut se dire que c'est au milieu de notre capitale, donc il y a des gens qui traversent, c'est un lieu bien abrité quand il fait chaud comme en cette saison. Il y a des gens qui viennent pour s'abriter du soleil, donc ceux-là, peut-être ils ne sautent pas des yeux des gens, mais tout le monde y passe dans ces zones. Il y a un magasin juste à côté, il y a la Copema, on achète des poissons là-dessus. On va pour acheter des matériels de pêche, donc tout le monde, en gros, il doit se sentir concerné. Pano de place ya turenga maklia watu deris tuambiha hazikate pia mana usona kamwe madziano ngale makafundo za madzizo za ketsketsi babo wanadamu wa ketsi bano wasungia uwa demoni. Beaucoup se demandent ce qu'attendent les autorités pour régler un problème loin d'être nouveau. C'est un petit peu comme à un croisement, tant qu'on n'a pas atteint une dizaine de morts, on ne mettra pas de feu rouge de stop. Donc là, on ne sait pas, mais tout le fait est, c'est effectivement l'île au parfum. On ne nous a pas dit quel parfum, mais en tous les cas, pas ce parfum-là, quoi. Sans parler des touristes qui doivent être désagréablement surpris par l'île au parfum, ce sont tous les habitants qui vivent une situation devenue nauséabonde et qui, bien que maintes fois dénoncée, n'évolue pas. Ce matin se tenait la conférence de presse de présentation du nouveau directeur de l'ARS Océan Indien. François Maury remplace Chantal de Singly à la tête de l'Agence régionale de santé. Si de nombreux défis ont déjà été relevés, notamment en ce qui concerne la lutte anti-vectorielle, les problèmes restent encore nombreux à Mayotte. Reportage signé Sakila Issouf, Pierre Bellucci et Fred Souleymana. La prise de relais est d'ores et déjà effective au sein de l'ARS Océan Indien. François Maury, le nouveau directeur arrivé sur Mayotte depuis peu, livre ses premières impressions à notre micro. Deux impressions. La première, un choc de beauté quand je suis arrivé sur le lagon au-dessus et l'arrivée sur l'aéroport. Vraiment un choc de beauté, vraiment. Alors moi je suis là en tant que professionnel, mais c'est vraiment la première impression, puisque c'est celle-là que vous me demandez. La deuxième impression, d'une manière beaucoup plus professionnelle, c'est que aussi bien parmi les personnels de l'agence que parmi les personnels que j'ai pu rencontrer au centre hospitalier de Mayotte, c'est leur professionnalisme, leur engagement. Ce qui doit être dit, c'est que les Mahorais bénéficient au sein de cet établissement d'un niveau de réponse de qualité qui est très largement comparable à d'excellents hôpitaux de la métropole, par exemple.
Ancien directeur dans différents hôpitaux en métropole, François Maurice semble savoir de quoi il parle, même si les problématiques qu'il va rencontrer et les dossiers prioritaires sont propres à Mayotte. Dossiers prioritaires, ce sont des dossiers à la fois touchant au moyen terme et à la fois touchant au court terme. Premier élément pour moi, c'est appuyer le travail qui est réalisé par le centre hospitalier de Mayotte avec les dispensaires dans un contexte de progression d'activité importante. Comment on peut accompagner les professionnels et la direction de cet hôpital pour faire face à cette charge qui je sais est lourde, pour laquelle, j'y reviens encore, la réponse est de qualité. À moyen terme, c'est comment petit à petit on met en place un système de soins commun, comme on peut le trouver ailleurs sur le territoire français, avec de la médecine libérale, des professionnels de santé libéraux, plus de pharmacie. Tout ceci, c'est un travail qui se fait avec le temps, en résolvant un certain nombre de problèmes, comme la mise en place de la CMUC. On sait que ça ne sera pas immédiat, mais nous devons aller dans ce chemin. Pas de grandes nouveautés en somme, mais une amélioration des actions en cours. En effet, François Maurice se veut dans le prolongement de sa prédécesseur Chantal de Singly et rassurant sur les défis à venir. Les Mahorais peuvent avoir confiance dans leur système de santé. Ils peuvent avoir confiance aussi dans la qualité de l'eau potable, qui sont dans les champs de responsabilité de l'agence. Ça n'empêche pas les défis sanitaires, ça n'empêche pas un certain nombre d'attentions qu'il faut avoir, notamment dans les risques d'épidémie, mais aussi bien les professionnels de santé qu'aussi bien les professionnels de l'agence sont en mesure de faire face à ces risques. J'en veux pour preuve l'excellent travail qui a été réalisé par les équipes de la lutte antivectorielle lorsqu'on a eu un début d'épidémie de dengue l'année dernière. François Maurice est déjà au travail. Loin de vouloir révolutionner l'institution, le nouveau directeur souhaite continuer la politique de santé de l'État. Et une chose est sûre, à Mayotte, il aura fort à faire. Depuis plusieurs semaines, les syndicats se tiennent prêts à dégainer dans toutes les entreprises dès lors que les négociations en interne n'aboutissent pas à des avancées sociales. Que ce soit dans le privé ou le public, l'attente quant à l'alignement sur le droit commun est source de véritable malaise. Le 29 septembre 2011, la grève contre la vie chère débutait. Et le 29 septembre 2015, la cause de revoyure pour la fonction publique d'État et territoriale sera discutée à Paris. Une date que Salim Naouda et l'ensemble des syndicats ont déjà notée dans leur agenda. On l'écoute ce matin sur notre plateau. Pour le 29 septembre, effectivement, c'est un rendez-vous qu'il ne faut pas rater. Et l'État, je crois qu'à travers plusieurs courriers, à travers plusieurs réunions que nous avons eues ici à Mayotte, nous avons fait remonter l'ensemble des revendications du secteur public et que nous espérons que ces revendications Salim Naouda, est-ce que ces propos résonnent comme un avertissement à cette date du 29 septembre, clairement ? Ce n'est pas un avertissement, mais je ne suis qu'un porte-parole de la base. Je dis ce que la base dit. Rejet des comptes de campagne à Koungou, des chiffres du recensement, sujet à discussion. C'est également dans l'actualité de ce mercredi 2 septembre. C'est dans l'actualité en bref et c'est présenté par Pierre Bellucci. Il y a maintenant 3 ans, le chiffre du recensement officiel fourni par l'INSEE faisait état de 212 645 habitants à Mayotte. Bien peu crédible au regard du nombre de déclarants fiscaux, cette donnée ne sera pas reconsidérée avant 2017, mais la barre des 300 000 âmes pourrait bien être franchie depuis longtemps. Les arguments pour contrecarrer les chiffres du recensement sont simples, le nombre d'enfants dans les écoles versus le nombre de demandes d'inscription chaque année, le volume des importations de riz versus une consommation moyenne par personne et par jour. Le résultat est sans appel, la population globale devrait être de l'ordre de 320 à 360 000 personnes. Il faut aussi tenir compte des centaines de personnes qui s'amassent chaque jour devant les impôts. L'immense majorité est étrangère et souhaite se faire connaître en déposant une déclaration. Cela faciliterait, selon leurs informations, l'obtention de permis de séjour. Mais si les faits sont masqués, c'est selon les élus que les dotations globales aux collectivités sont calculées sur le nombre d'habitants et la note serait beaucoup plus élevée pour l'État. Alors qu'aujourd'hui ce sont les communes qui peinent à répondre aux besoins d'une population à croissance exponentielle, à savoir entre 360 et 400 000 personnes. Certaines élections municipales comme Amtsangamouji ou Dembéni ont fait l'objet de recours et ont finalement été annulées par le Conseil d'État.
D'autres cas de figure peuvent se présenter, notamment le rejet des comptes de campagne. C'est le cas à Kungu. Pour chaque suffrage, les candidats sont tenus de respecter certaines formalités. Mandataire financier, ouverture de comptes bancaires, respect des plafonds, visa d'expert comptable et dépôt des comptes. Lors des dernières élections départementales, les comptes de campagne servaient pour la première fois un binôme et devaient être déposés au plus tard le 29 mai. La Commission nationale des comptes de campagne a depuis relevé des irrégularités dans le canton de Kungu. Les résultats n'étant pas encore publiés, le nom du binôme visé ainsi que les raisons du rejet de ces comptes sont pour l'heure inconnus. La décision sera transmise au tribunal administratif qui devra ensuite en confirmer ou non la non-conformité. Les sanctions seront d'ordre financier si les binômes ne sont pas élus. Dans le cas contraire, un retour aux urnes pour la population s'imposerait. Personne n'a oublié le départ de la délégation comorienne des Jeux des Îles, et ce dès la cérémonie d'ouverture. Si l'affaire avait fait un tollé, elle n'est toujours pas terminée. Une cinquantaine de sportifs comoriens n'est jamais rentré aux Comores. Ils s'étaient rendus à la Réunion pour les Jeux, mais depuis vendredi, leurs visas sont arrivés à expiration. Selon le journal de l'île de la Réunion, 58 sportifs comoriens sont maintenant considérés comme en situation irrégulière et inscrits sur les fichiers de la PAF. Ce n'est pas la première fois que cela arrive. En 1998 déjà, pas moins de 30 athlètes comoriens étaient introuvables au moment du départ. Cela en dit long sur la situation économique, politique, sociale et sanitaire de ce pays, où nombreux sont ceux qui saisissent la moindre occasion de le quitter. Le drame de l'immigration clandestine fait s'élever de plus en plus de voix sur notre département. Face à l'afflux permanent de clandestins, aux nombreux décès qui en découlent, personne ne peut rester insensible. À ce titre, le député Ibrahim Aboubakar a annoncé qu'une tribune sur le sujet de l'immigration serait publiée la semaine prochaine. Une tribune coécrite avec Mansour Kamardine, l'ancien député de Mayotte. On l'écoute, cette révélation faite ce matin lors de la matinale de Kwezi. Nous avons pris l'initiative, Mansour Kamardine et moi, hier, de nous exprimer publiquement sur cette question-là dans une tribune commune. Bien, nous allons travailler tout à fait. Nous allons publier une tribune commune sur cette question-là parce que c'est une question sur laquelle les élus de Mayotte doivent être unis. C'est une question qui dépasse les frontières politiques. C'est une question qui dépasse les clivages politiques. Ce n'est pas une question qui doit être traitée de manière partisane parce que cela fait 15 ans que ça dure et personne ne peut dire qu'il a une solution en coup de baguette magique comme ça et que l'année prochaine on peut tarir. Et donc nous devons parler d'une même voix parce que si nous parlons d'une même voix, on peut parler à la population de manière franche et sans tabou. Et si on arrive à avoir un dialogue local de manière franche et sans tabou, on peut être encore plus fort vis-à-vis de l'État. Elle sort quand cette tribune ? Elle sortira d'ici la semaine prochaine. Avec nous, le sénateur Thani Mohamed Fadi, bonsoir. Bonsoir. Alors, on a vu tout à l'heure en début de journal, vous arrivez à 4 ans, à une date assez décisive de votre mandat. Aujourd'hui, quel bilan d'étape pouvez-vous faire en quelques mots ? Quels ont été les chantiers les plus importants que vous avez à mener et gagner notamment ? Alors, les bilans d'étape, j'en fais chaque année. Et d'ailleurs, vous avez reçu mon invitation à mon communiqué de presse la semaine prochaine, le 10 septembre, pour que j'établisse mon bilan de l'année qui vient de s'écouler, de l'année parlementaire. On ne peut pas parler d'une action en particulier qui pourrait retenir l'attention. Moi, de façon générale, je souligne ici cette voix que je porte au sein du Sénat. Mayotte est entendu au sein du Sénat de par mes interventions, mais aussi de par mon implication dans les textes, y compris des textes majeurs à portée nationale et non pas simplement à portée territoriale concernant uniquement les Outre-mer par exemple. Et cette participation contribue à mieux faire connaître Mayotte. Et c'est ça que je retiendrai. Si vous insistez sur un exemple ou deux, je pourrais en développer, mais de façon générale, cette voix, parce que c'est ça que j'avais promis, c'est que Mayotte ait une voix au moins, enfin en tout cas la mienne, moi je me suis engagé pour moi au sein du Sénat, et c'est ce que je m'efforce de faire chaque année. Et il reste encore 2 ans pour terminer ce travail. Alors, une question que j'aimerais vous poser, est-ce que c'est plus compliqué d'être sénateur à Mayotte que dans d'autres départements français ? Alors, ne l'ayant pas été dans d'autres départements... Mais au vu de la situation de Mayotte ? Voilà, mais au vu de la situation, je pense que oui, pas forcément
par rapport aux aspects auxquels on pourrait penser tout de suite. Le premier aspect de difficulté, c'est la distance. Mine de rien, faire le voyage pour participer aux travaux jusqu'à Paris, le faire une fois, 2 fois dans l'année, c'est une chose, mais le faire régulièrement, eh bien, l'organisme et le reste en prend un coup. Et puis, le deuxième aspect, c'est que les Mahorais ont beaucoup attendu de la départementalisation. Pour eux, la départementalisation allait être la solution miracle qui allait régler tous les problèmes. Et raisonner ainsi, c'est aller vite en besogne. Et comme les Mahorais ont le sentiment que les élus ne sont pas dans la capacité de répondre immédiatement à leurs attentes, eh bien forcément, ça crée des soucis. Et parmi ces soucis-là, c'est qu'il n'y a pas forcément de distinction de fait sur le travail de chaque élus, de chaque nature d'élus, parce que nous avons quand même des élus territoriaux, des élus nationaux, des élus communaux, et tout ce monde-là, j'ai l'impression qu'il est mis dans le même panier pour demander des comptes. C'est légitime, mais cet aspect-là des choses est compliqué parce que il faut commencer par expliquer quel est le rôle de chacun avant de voir qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui n'est pas fait, qu'est-ce qui peut être attendu, qu'est-ce qui peut être espéré de tel ou tel élu. Alors une société mahoraise en pleine mutation, on l'a vu tout à l'heure, entre religion, tradition et département. Comment vous vous en sortez? Quel discours vous tenez aux Mahorais qui justement sont dans cette attente de voir se lier ces trois éléments? Alors, c'est vrai que l'imbrication entre le régime départemental ajouté du régime du droit européen, tout de même, il faut le préciser, c'est très important, avec la coexistence des us et coutumes n'est pas chose facile. Mais là, il faut se replier sur la vraie identité de Mayotte. Ce n'est pas un phénomène nouveau. De tout temps, Mayotte a su concilier plusieurs apports, plusieurs pratiques venues de plusieurs horizons pour en faire un mélange et faire de cette île une société spécifique, une société avec des règles de fonctionnement assez spécifiques. Et là, avec la venue des règles de la départementalisation et de la réupaisation, les choses se compliquent et se précipitent dans la mesure où c'est des pans entiers de régime juridique qui s'imposent. Je mets le mot entre guillemets, mais nous avons voulu ce statut départemental, nous avons voulu être intégrés au sein de l'Europe. Or, c'est moins facile de changer la règle de droit commun d'ordre public notamment, ou la règle européenne, que de chercher à changer les règles spécifiques locales. Donc voilà, c'est un choix qui a été fait. Il fallait davantage peut-être expliquer que ce choix départemental qui était perçu dans un impératif sécuritaire impliquait aussi l'acceptation d'un certain nombre de pratiques, de règles qui peuvent être antinomiques avec nos us et coutumes. Mais là aussi, nous ne sommes pas le premier département français à être composé de majorité musulmane. Nous avons la Réunion, même au sein de départements hexagonaux, nous avons des régions, des villes où il existe des populations à forte composante musulmane. Et il nous suffit de regarder ces exemples-là et de chercher des solutions. Merci beaucoup, monsieur le sénateur Tani Mohamed Swali. Je vous en prie. Profiter des plages entre amis ou se retrouver autour du traditionnel voulé avec mabawa et brochettes à volonté. Le week-end venu, nombreux sont ceux à user de leur imagination pour occuper leur journée. À l'heure où beaucoup pointent du doigt le vide culturel à Mayotte, certains, eux, en revanche, ont leurs habitudes pour faire passer le temps. Soula revient régulièrement sur les lieux qui lui rappellent son enfance pour se baigner dans la mangrove et se retrouver entre amis. Reportage signé Shakila Essouf et Fred Soulaïmana.
les dimanches, systématiquement, on vient se mettre là pour faire un volet, histoire de se parler, de communiquer, d'être ensemble. C'est plongé dans ses souvenirs que Soula a tenu à nous faire découvrir les magnifiques reliefs du Nord. Et c'est par cet ancien port situé entre Dumounié et Bandrabois qu'il a choisi de commencer la visite. Mais soudain, il aperçoit des enfants jouant dans la mangrove et ne peut alors s'empêcher de se revoir il y a quelques années. D'ailleurs, quand on se levait le matin, on allait à la plage, on se baignait et puis on revenait à la maison vers tardivement, quoi, hein. Parce que les parents, pour eux, bon, on est dehors, mais en fait, ne savaient même pas où on était. Il pouvait y avoir des accidents, les parents ne seraient pas au courant, mais on se baignait, on se mettait comme ces gamins-là, et puis voilà. Originaire de Bandrabois, ce père de famille ne revient qu'occasionnellement dans son village, mais à chaque fois qu'il s'y retrouve, les images de moments uniques refont surface, l'occasion pour lui de laisser parler l'enfant qui sommeille en lui. Karsparangin Pershatunda kujoa mana vazuri beza baki karsezona rakoyo jude rakoska tinwale de matadaka be vale tsiki vale linkamanyo kamele wala keta konsea kamde rajale rahoa rayo jude rakoa nonga geri achoto. Cet ancien port est classé au patrimoine de Mayotte. Les vestiges ne sont pas entretenus, mais le coin est très apprécié par les habitants. Tous les dimanches, ses anciens camarades s'y donnent rendez-vous pour profiter de la tranquillité et partager des moments conviviaux. Comme quoi, rien ne sert de trop chercher, car il en faut parfois peu pour être heureux. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans quelques instants, vous serez en compagnie d'Ornella Périne pour la météo. Juste après, retrouvez l'invité du temps de parole, Ibrahim Aboubacar, député de Mayotte. Il était ce matin au micro de Patrick Mian, que vous retrouverez demain dans la matinale pour une émission spéciale en présence du préfet de Mayotte, Seymour Morsi. Excellente soirée à vous sur KTV.